Bonjour, bienvenue au 6e épisode de ce cycle de webinaires sur comment affronter le déconfinement après le Covid. Aujourd'hui, nous allons parler de l'architecture de conversion, comment convertir plus de visiteurs, c'est-à-dire d'internautes, depuis votre site Internet en prospects. Alors, par défaut, toutes les lignes sont en sourdine, c'est-à-dire qu'on ne vous entendra pas et les micros sont débranchés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la petite chat box que vous avez sur la droite de votre écran. Nous répondrons à toutes ces questions en fin de la présentation, c'est-à-dire au bout de 45 minutes, 50 minutes. Ce webinaire est enregistré. On vous enverra le lien de ce webinaire avec un email dans les prochains jours. Si vous avez un souci d'audio, il y a deux options. Soit vous composez un des numéros de téléphone que vous voyez en bas de cette diapositive. Sinon, vous pouvez essayer de changer le réglage en passant au mode téléphone, puis en revenant sur le mode ordinateur. J'aimerais passer la parole à Alison qui voudrait donner le mot de bienvenue au nom de la Chambre de commerce et d'industrie de Genève. Voilà. Merci beaucoup Gabor pour l'introduction. Donc malheureusement, vous aurez que le son aujourd'hui et pas l'image. Donc je suis Alison Duteuil. Je travaille au département événements à la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève. Nous sommes très heureux aujourd'hui de vous accueillir pour ce dernier webinaire du cycle en partenariat avec WSI. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève, nous sommes une association de droit privé basée à Genève et dédiée en ce moment plus que jamais à aider les entreprises en leur proposant la mise à disposition d'outils, de services visant à les aider dans la reprise de leurs activités le plus sereinement possible. Donc voilà, je vous remercie et je repasse la parole à Gabor. Merci beaucoup Alison. Alors, nous représentons tous les présentateurs aujourd'hui, ils font partie de WSI. WSI, c'est l'acronyme pour We Simplify Internet. C'est un réseau d'agences marketing digital qui existe depuis plus de 25 ans. Nous sommes plus vieux que Google, nous sommes plus vieux que la majorité des grands players du digital. Et nous aidons les entreprises de tous les horizons et de tous les industries à maîtriser leur marketing digital. Nous avons une approche à 360 degrés. Nous aidons toutes les entreprises à développer votre marque et à gagner plus de prospects et à booster vos ventes. Et tout ça en ayant un bon retour sur investissement. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Alors, nous avons deux présentateurs ce soir. Nous avons Jean-Pierre Béraud et Laurent Hanet. Et je vous invite à vous présenter vous-même. Bonjour à tous. Merci Gabor, j'espère qu'on m'entend. Ah, bonjour à tous. Laurent, on a démarré en même temps. Si tu veux, cher ami luxembourgeois, vas-y. On est chiants tous les deux. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Donc moi je m'appelle Laurent, je suis consultant WSI, je suis basé à Luxembourg. J'ai une expérience d'un peu moins de 20 ans maintenant dans le marketing et dans la vente et j'ai rejoint le réseau WSI en 2011. Et depuis, j'accompagne les entreprises, essentiellement des TPE, des PME, dans la mise en place d'une stratégie de croissance basée sur le digital et toutes les solutions que le web met aujourd'hui à disposition. Ok, bon, Jean-Pierre Béraud, je suis donc intégré au réseau WSI depuis un peu plus d'1 an. J'ai une grosse expérience de directeur commercial dans la communication digitale en général. Et aujourd'hui, j'aide les TPE, PME sur la Côte d'Azur. Il y a de pires endroits pour travailler. Je les accompagne sur la stratégie marketing digital et notamment tout ce qui est action de prospection digitale, social selling, et avec un gros focus effectivement sur le retour sur investissement. Alors l'agenda, je pense que c'est moi qui m'en occupe également. On va voir énormément de choses aujourd'hui et on est sur un sujet vraiment très intéressant. Alors je vais couper ma caméra parce que vous pourrez vous concentrer sur le texte. Voilà, on va traiter de la conversion. Ce que nous allons voir sans prendre point par point, c'est surtout pourquoi l'optimisation de la conversion est bien plus importante que d'amener du trafic sur votre site web. Je ne dis pas qu'il faut pas en amener, mais c'est plus important. Nous allons ensuite aller en détail. Il y a une petites actions qui font que ça fonctionne, avec quelques focus sur certaines, comme le CTA, c'est-à-dire l'appel à l'action, ou les formulaires de réponse. Puis enfin, nous irons sur une de mes préférées, comment détruire tous les efforts de conversion. Et là, je peux vous assurer que c'est l'expérience qui parle parce que on a testé pas mal de solutions avant de bien comprendre comment faire pour accentuer la conversion et développer la conversion. Puis nous irons aux questions-réponses après avoir évoqué quelques pratiques spécifiques à l'époque post-Covid que nous traversons. Mais allons tout de suite sur un sondage pour connaître vos objectifs, les objectifs que vous avez lorsque vous avez
intégrer ce webinaire. Je laisse, c'est Gilles, je crois que c'est toi qui t'en occupe du sondage. Donc vous avez, je te laisse faire le compte à rebours, monsieur le technicien. Oui, on va faire ça. Donc la question, elle est assez basique déjà. La question, c'est est-ce que vous avez déjà défini des objectifs de conversion? Donc, je lance le sondage et vous répondez par oui, non ou je ne sais pas. On va vous laisser une petite minute pour répondre à ce questionnaire. C'est très basique. L'objectif étant pour nous, c'est de voir si à la fin de ce webinaire, savoir si on vous a aidé à progresser sur cette thématique et vous donner envie d'avancer. Donc la question est basique. Est-ce que vous avez déjà défini des objectifs de conversion? Alors les résultats sont assez intéressants. Je vais partager avec vous d'ici quelques secondes les résultats de vos votes. Vous êtes très nombreux aujourd'hui. On est vraiment, on est ravis de vous avoir aussi nombreux parce qu'il y a au fil du temps, là, on voit que nos participants sont de plus en plus nombreux à s'inscrire et à participer. Donc ça, c'est top. Merci à vous. Et donc, je vais vous laisser encore 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, on clôt les sondages. Et je vous affiche les résultats. Voilà. Donc les résultats sont quand même, comme je vous le disais, assez intéressants. Il y a encore beaucoup de gens présents qui n'ont pas mis en place d'objectifs de conversion sur leur site internet. 61%, c'est énorme. Hein. Ça veut dire en gros que vous ne mesurez pas, vous vous intéressez pas à quoi sert l'objectif de votre site internet, si je comprends bien. C'est ça, Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc ici, ce qu'on peut retenir finalement, c'est que une personne sur 4 seulement a clairement défini des objectifs de conversion sur son site et donc est capable de définir et de mesurer la contribution du site à la croissance de l'entreprise et à la réalisation du chiffre d'affaires. Alors, pour démarrer, avant de mettre les mains dans la thématique de conversion, je pense que pour bien comprendre l'enjeu de la conversion d'un site web, je pense qu'il est peut-être bon de rappeler les grandes étapes d'une stratégie Internet. Quand on a un site Internet, on va devoir déployer une stratégie en quatre temps. La première étape consiste en fait à attirer du trafic vers son site. On va devoir mettre en place certaines actions pour faire venir des visiteurs sur le site. On a différents canaux d'acquisition de trafic qui sont à notre disposition. C'est la visibilité dans les moteurs de recherche, visibilité naturelle, visibilité payante. C'est aussi les réseaux sociaux, c'est des campagnes emailing, etc. Il y a différents canaux d'acquisition qui vont être utilisés pour attirer des visiteurs et générer du trafic. C'est la première étape. Beaucoup de gens s'arrêtent à cette étape-là et ne vont pas plus loin. Or, on n'est qu'en début si on veut pouvoir transformer son site Internet en machine à vendre. Et la deuxième étape, c'est de pouvoir faire en sorte que les visiteurs restent sur mon site et pouvoir capter leurs coordonnées. D'accord ? Il y a différentes façons pour obtenir les coordonnées des clients et on va notamment en parcourir certaines d'entre elles un peu plus tard dans le webinaire. Ensuite, je vais devoir mettre en place toute une série de choses pour convertir ces visiteurs en clients. À moins d'être dans un site e-commerce où je peux espérer transformer le visiteur en client lors d'une première visite, la plupart des sites Internet ne sont pas des sites e-commerce et donc je vais avoir pour objectif de capter les coordonnées du visiteur pour ensuite pouvoir l'alimenter, le nourrir avec de l'information via des newsletters, via des contenus premium, etc., pour pouvoir l'amener à avancer dans sa réflexion et avancer dans le cycle d'achat et, in fine, le transformer en client. C'est la troisième étape de la stratégie. Et quand je l'ai transformé en client, la stratégie ne s'arrête pas là non plus. Je vais essayer de le fidéliser et de le satisfaire pour pouvoir l'optimiser, lui vendre plus souvent, augmenter le panier moyen et en faire un client ambassadeur qui va pouvoir m'amener par recommandation d'autres clients. Et ça, ce sont donc les 4 étapes d'une stratégie Internet. Donc aujourd'hui, lorsque vous avez un site web, vous devez pouvoir mettre en place ces 4 leviers dans votre stratégie. Aujourd'hui, quand on parle de conversion, on va parler essentiellement de l'optimisation de la deuxième et de la troisième étape de cette stratégie. Et donc, pour faire
simple. On peut dire que les 4 piliers, on pourrait les résumer par faire venir, faire rester, faire faire et faire revenir. Et on va voir aujourd'hui comment je peux optimiser mon site Internet pour faire en sorte que les gens restent et les faire agir sur mon site Internet. Alors, quand on parle de conversion, de quoi parle-t-on exactement? La première chose à savoir, c'est que tout site Internet doit définir des objectifs de conversion et il devrait les définir avant même d'être créé parce que la conception d'un site Internet se fait autour de ces objectifs de conversion. Tout ce qui va être mis sur le site Internet, que ce soit le design, que ce soit les contenus, doit être au service de ces objectifs de conversion. Alors, en termes d'objectifs de conversion, on distingue deux grands types d'objectifs de conversion. Il y a des objectifs macro, d'accord, et des objectifs micro. L'objectif macro d'un site Internet, je dirais que c'est l'objectif final. C'est ce que je veux que la personne fasse, ce que le visiteur fasse sur mon site Internet pour pouvoir le convertir en vente, en client. D'accord? Ça, c'est l'objectif macro. Et il y a 4 types d'objectifs macro. Soit je suis un site e-commerce et je veux vendre en ligne. D'accord? Soit je ne suis pas un site e-commerce, j'ai un magasin, un point de vente et je veux faire venir le visiteur, l'internaute dans mon point de vente. Troisième type d'objectif macro, c'est je veux générer des prospects en ligne. Donc, on est dans une stratégie de type lead generation. Et le quatrième type d'objectif macro, c'est quand on a un site qui génère une forte audience, je vais essayer de monétiser cette audience-là pour générer du chiffre d'affaires au travers de l'audience. C'est important de pouvoir, dès le départ, savoir dans quel type d'objectif macro votre site se situe. Alors, généralement, on a un seul objectif. Ça peut arriver qu'on combine 2 objectifs. De plus en plus souvent, on a des points de vente physiques qui ont un objectif de faire venir en point de vente et qui se sont lancés également dans la vente en ligne, donc qui ont un objectif de vendre en ligne. D'accord? Mais ça reste l'exception. La plupart des sites ont un seul objectif macro. À côté de ces objectifs macro, il y a toute une série d'objectifs micro qui vont être sur le site Internet et qui sont finalement des objectifs intermédiaires par lesquels l'internaute doit passer pour arriver jusqu'à l'objectif macro. Alors ici, on a présenté toute une série d'objectifs micro. Par exemple, si mon objectif, c'est de générer des devis et des demandes de devis en ligne, des objectifs micro que je vais mettre sur mon site, ça va être éventuellement de télécharger un livre blanc, de s'inscrire à un webinaire, de demander une consultation gratuite. Voilà, à titre d'exemple, à quoi représente un objectif ou des objectifs micro. Oui, il vaut mieux que ce soit avec le son. Merci Laurent. Écoute, on est passé à une vision en hélicoptère de l'ensemble de ce que l'on doit mettre en avant de partir sur les stratégies de conversion. Et là, je voulais vous donner un exemple cas concret. Effectivement, de passer cette phase, c'est-à-dire que vous avez déjà dépensé des milliers d'euros, voire des dizaines de milliers d'euros pour créer du trafic, parce que vous avez fait des actions de référencement naturel, vous avez acheté des liens sponsorisés sur Google, vous avez fait des actions de pub sur les médias sociaux, vous avez ce trafic est là, mais vous n'avez pas d'appel client, pas de rendez-vous, et ni même de demande de renseignement. Donc la question, et vous voyez notre homme là avec son ordinateur qui se tape, qui attend les appels téléphoniques, qui se pose la question, il se demande pourquoi est-ce que j'ai du trafic et pourquoi je n'ai pas de conversion. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Ce qui ne fonctionne pas, et une des réponses, il y en a pas mal, mais une des réponses, c'est certainement parce que le site ne correspond pas à ce qu'attendent vos visiteurs. Là, je vous ai donné quelques chiffres, j'aurais pu vous en donner beaucoup plus, quelques chiffres qui vont vous donner une vision d'ensemble de la situation. La situation qui fait que c'est compliqué et que c'est un vrai art, c'est une vraie science que d'amener votre site à être un site qui est converti. D'abord, la première chose, c'est que en moyenne, 34 des visiteurs d'un site ne trouvent pas ce qu'ils cherchent suffisamment rapidement. C'est-à-dire qu'ils se baladent pas mal dans votre site, voire ils se baladent pas trop. Ils s'en vont assez rapidement parce qu'ils ne trouvent pas tout de suite ce qu'ils veulent. 40% des visiteurs d'un site partent très rapidement si le site prend plus de 3 secondes à se charger. Donc, il y a des critères techniques qui vont faire que vos visiteurs, vos futurs prospects et clients vont partir parce que tout simplement, votre site met du temps à se charger. On dit même qu'il y a une perte de 50% de conversion si un site met plus de 6 secondes à se charger. 6 secondes, c'est pas mal, je peux vous l'assurer. Surtout dans le monde de l'Internet. Et enfin, 99% des visiteurs d'un site web
repartent sans rien faire et ne reviendront peut-être jamais. Et le pire, c'est que ces visiteurs repartent vers Google, puisque c'est le carrefour d'audience le plus important sur le web. Ils repartent vers Google et ils continuent à chercher, puisqu'ils sont venus chercher une chose, ils ont venu chercher une solution, un service, un produit, et ils ne l'ont toujours pas trouvé. Donc, ils vont sans doute aller voir vos concurrents, et ça, c'est bien le pire. Alors, ça, c'est ma slide préférée. Enfin, ce n'est pas uniquement la mienne, parce que je pense qu'on est beaucoup chez WSI à utiliser cette slide. Et je ne vais pas aller trop dans les petits calculs, mais elle dit beaucoup avec peu d'éléments et peu de chiffres. Notre exemple, c'est qu'on a une entreprise qui souhaite améliorer ses ventes. On va prendre cet exemple qu'elle a un taux de conversion de 1%. Elle a donc à peu près 1000 visiteurs par mois, soit 12 000 visiteurs à l'année. Donc, ces 12 000 visiteurs à l'année lui font 10 ventes par mois, soit 120 ventes à l'année, alors que on va dire que ses objectifs étaient de 30 ventes par mois, soit 360 ventes à l'année. Puis, il pourrait continuer avec la même logique et la même tactique de développement du trafic, juste pour atteindre ces fameux 360, c'est-à-dire ces 360 visiteurs. Donc, il faudrait qu'elle multiplie par 3 son impact sur le trafic pour arriver à ces 360. Le problème, et il est essentiel, et je pense qu'il y a certains autour de webinaires qui connaissent bien ce problème, le problème, c'est que le trafic, c'est cher, voire très cher. Première chose, il faut en acheter parfois. On peut avoir quelqu'un dans son entreprise qui s'occupe du référencement. D'abord, il faut quand même le payer, ce sont des heures de travail. Deuxièmement, pour accélérer le trafic, à certains moments, notamment lorsqu'on a une saisonnalité, il faut acheter du Google Ads, du Bing Ads, du Facebook Ads, tout ce qui finit par Ads, LinkedIn Ads aussi, et pour acheter de l'accompagnement à ce SEO. Et dernière chose, et ce n'est pas la moindre, c'est que travailler sur son référencement, c'est continuel, c'est permanent. Il faut maintenir cet effort mois par mois et sans cesse. Alors que la seconde solution, la solution de la conversion, c'est une voie qui est beaucoup plus simple et plus facile. Si vous voulez obtenir ces fameux 360 clients, il faut multiplier par 3 votre conversion. Je ne dis pas que c'est facile, mais en tout cas, c'est beaucoup moins onéreux et c'est beaucoup plus permanent que la solution du SEO. Parce qu'une fois que vous avez mis en place l'ensemble des tactiques pour rendre votre site convertible, c'est fait, c'est réalisé. Il y a toujours des petits ajustements, mais globalement, l'action est faite et elle est donc permanente. Donc, je ne dis pas qu'il faut totalement opposer SEO et CRO, mais normalement, une fois que vous avez fait, comme l'a dit tout à l'heure Laurent, la première phase, la phase permanente, elle est acquise quand vous avez réalisé votre action de conversion. Alors, comment on fait, Laurent, pour aller plus loin? Eh bien, maintenant qu'on a vu les étapes d'une stratégie web et ce qu'était la conversion et l'importance finalement d'optimiser cette conversion et pas uniquement de mettre tous ses efforts sur l'acquisition de trafic, voyons quels sont les ingrédients d'un site web qui veut convertir et optimiser sa conversion. Alors, on entend par ingrédients différents éléments sans lesquels un site Internet a du mal à convertir. On va vous en présenter 7. On n'a pas la prétention de dire que c'est exhaustif comme liste, mais en tout cas, ce sont, nous semble-t-il, les plus courants et certainement les plus efficaces. Alors, première chose qu'il faut savoir, c'est que la conversion, en fait, elle arrive rarement par hasard sur un site Internet, mais elle se construit. Et elle se construit au travers de la mise en place d'une architecture de conversion. D'accord? Et cette architecture de conversion, c'est vraiment ce qui fait la différence entre un site efficace et un site, je veux dire, inefficace, entre un site qui contribue à générer du chiffre et un site qui n'y arrive pas. Et cette architecture de conversion, elle passe par la mise en place de toute une série d'éléments. Le premier de ces éléments, c'est ce qu'on appelle le web design. Avoir un design et une ergonomie de qualité, c'est un élément clé sur un site Internet, déjà pour faire en sorte que le visiteur reste sur votre site et ne parte pas. C'est ce qu'on appelle le fameux temps de rebond. D'accord? Comme si vous allez dans votre outil de web analyse, vous aurez cette statistique-là qui vous est donnée. Ça vous permet de connaître le nombre ou le pourcentage de visiteurs qui arrivent sur votre site et qui repartent sans naviguer dans votre site, sans visiter une deuxième ou une troisième page de votre site. Et donc, le premier élément pour pouvoir convertir, c'est déjà avoir un web design qui soit à la hauteur. Alors, qu'est-ce qu'on entend par web design efficace, à la hauteur? C'est un web design qui permet à l'internaute de répondre à 3 questions. La première question, c'est: suis-je au bon endroit?
Et c'est notamment le logo qui va me permettre de me situer et d'avoir la confirmation que je suis bien sur le site où je pense être. La deuxième question, c'est est-ce que je m'y sens bien? Est-ce que la navigation est fluide, intuitive? Est-ce qu'au niveau des couleurs, est-ce qu'au niveau des images, c'est facile de compréhension? Est-ce que c'est confortable? Et la troisième question, c'est est-ce que je sais clairement ce que je dois faire? Et c'est là où les aspects visuels, les slogans, le copywriting vont être déterminants. Et donc, voilà la première étape d'une architecture de conversion, c'est avoir un web design performant, efficace. Le deuxième ingrédient. Oui, le deuxième ingrédient, c'est les appels à action. Alors, je voulais juste rajouter par rapport au web design, puisque le web design, c'est un terme qui englobe pas mal de choses. L'un des points les plus importants là-dedans, c'est que, et c'est ce que je dis souvent à mes clients, c'est que sur Internet, less is more. Il faut en faire le moins possible, parce que les gens, ils ne lisent pas sur Internet, ils scannent, et donc mettre des titres, des synthèses, des images, le moins vous en mettez, le mieux ce sera sur votre prospect. Il y a même des clients qui me demandent parfois combien de mots dans le paragraphe, quelle est la taille de paragraphe, combien de mots dans mon blog. La réponse basique que j'ai toujours, c'est soyez concis mais explicite. C'est pas facile, c'est un équilibre à définir, mais c'est clairement ça. Je sais que c'est pas facile parce que on parle de soi, on parle de sa boîte, on parle de son bébé, donc de sa passion, et donc on a envie d'en mettre un paquet. Mais il faut toujours penser que le site n'est pas pour vous, mais bien pour vos clients. En tout cas, il faut toujours se rappeler que les gens n'ont pas assez de concentration sur Internet, et si vous leur donnez trop d'informations, ils se détourneront de vous. C'est la même chose pour l'appel à l'action. L'appel à l'action, c'est un exercice qu'il faut rendre extrêmement simple pour le visiteur. Comme on le disait tout à l'heure, le visiteur, il a peu de temps, il va très vite, il scanne, et effectivement, si vous avez un appel à l'action qui n'est pas assez visible, le visiteur, il va passer à autre chose, et d'ailleurs, il ne va même pas le voir. Donc là, visible, c'est effectivement au-dessus du pli, au-dessus sur le header, on va dire. D'ailleurs, au-dessus du pli, au-dessus de la page, tout en haut de la page. Il doit être répété également plusieurs fois parce qu'il faut aussi qu'on le voit en bas de page et parfois en face de l'information la plus importante dans votre site web. Il y a une tendance actuelle de certains web designers, c'est pas un reproche, mais il est de se concentrer toujours sur l'aspect visuel, l'aspect esthétique, au détriment de l'aspect pratique. Le problème, c'est que parfois, ça détruit tous vos efforts de conversion. Moi, je pense parfois à des espèces de carrousels qui passent, des super images, des pop-up qui se présentent dans tous les sens. C'est bien beau, mais le visiteur de votre site n'est pas là pour réfléchir, mais pour agir. Donc, il faut utiliser des couleurs extrêmement visibles. Et parfois même, il faut que les couleurs elles jurent par rapport à l'ensemble de votre site de manière à ce que ce soit efficace. L'autre élément important, c'est que effectivement, ça doit être pertinent, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit pertinent par rapport à ce qu'est votre cible et que ça lui parle clairement. Il y a également d'autres éléments comme des éléments simples. Il y a un mot qui est magique sur Internet, c'est gratuit. Donc là, on voit je pense, c'est la page de notre ami luxembourgeois, de Laurent. On doit l'amener à des actions. L'idéal aurait été d'avoir des actions à la première personne. Télécharge gratuitement ton e-book ou voici ton analyse concurrentielle, et ainsi de suite. Mais globalement, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un choix réduit avec une simplicité dans l'action. L'autre élément, alors je ne suis pas sûr qu'on le voit là, mais l'autre élément, c'est également de toujours amener des 3 points essentiels. C'est d'abord des instructions pour que les choses soient très claires. Donc là, les choses sont extrêmement claires. Une direction, où est-ce qu'il doit cliquer, qu'est-ce qu'il doit faire. Et enfin, comme je vous disais tout à l'heure, utiliser le mot magique gratuit. On a l'ensemble de ces éléments-là, on a même 2 fois l'entretien gratuit, obtenir une démo gratuite, ça rassure l'internaute et ça l'amène à cliquer sans être bloqué. Et une dernière chose qu'on ne voit pas sur ces slides, mais qui est un élément très important, ce sentiment d'urgence, les Américains appellent ça le FOMO, c'est vraiment le sentiment qu'il va louper une opportunité. Et lorsqu'on est dans le call to action, louper une opportunité, c'est vraiment un élément décisif du fait de l'action de cliquer pour l'internaute.
À partir des call to action, les gens donc, vont cliquer sur les petits boutons d'appel à l'action et ils vont être redirigés vers ce qu'on appelle des landing pages, des pages d'atterrissage. Et là, sur la page d'atterrissage, doit se trouver obligatoirement un formulaire. Alors, le formulaire, c'est le troisième élément d'une architecture de conversion. Alors, même si vous êtes curieux d'informations et vous avez envie de savoir le plus possible sur le visiteur de votre site, vous ne devez demander que le strict minimum, car on sait que plus un questionnaire est long, moins il convertit. Plus il y a des champs à remplir, moins l'internaute va être motivé et enclin à aller au bout de l'action que vous lui demandez. De plus, il faut respecter certaines normes, hein, puisque depuis maintenant un peu plus d'un an, il y a la norme RGPD qui est entrée en vigueur. Donc, évidemment, à ce stade-ci, il faut respecter toutes les bonnes pratiques du RGPD. Alors, si on montre certains exemples, ici, vous avez par exemple un formulaire de contact avec, voilà, à gauche, un formulaire qui est beaucoup trop long et qui est rébarbatif, et à droite, un formulaire voilà, court, concis, pour reprendre les termes de Jean-Pierre. Dans le slide suivant, j'ai préparé certains exemples. Dans cet exemple-ci, c'était pour vous montrer qu'il faut ici essayer en fait de dire à la personne ce qu'elle va obtenir, le bénéfice, le gain qu'elle va avoir. Donc, on voit à gauche où c'est simplement joindre, rejoignez-nous, et l'autre, c'est obtenez quelque chose de gratuit. Dans ce cas-ci, un conseil gratuit. Et on voit que dans ce cas-ci, il y avait eu une performance de conversion de 31% supérieure avec le formulaire de droite. Autre exemple que je voulais vous montrer, c'est un exemple en fait qui est très visuel et qui illustre en fait l'idée que finalement votre formulaire de contact, il doit ressembler à tout sauf à un formulaire de contact. Pourquoi? Mais parce qu'un formulaire de contact, c'est quelque chose de rébarbatif, c'est pas très sexy. Donc il faut essayer de le travailler le plus possible au niveau visuel pour en faire autre chose qu'un formulaire de contact. Et dans cet exemple-ci, c'est un site qui propose de mettre des talents de l'IT au service des projets IT des entreprises. Et voilà, le formulaire, il a été splitté en plusieurs pages. Plutôt que d'avoir un long formulaire qui aurait été rébarbatif et qui aurait découragé l'internaute, on l'a splitté en 4 étapes avec quelque chose d'extrêmement visuel. On n'a plus l'impression d'être sur un formulaire, mais d'être sur une page web. Et ceci, c'est la première étape du formulaire. Sur le slide suivant, vous allez voir l'étape 2. Donc là, de nouveau, c'est très simple. De suite, je comprends ce que je dois faire, où je dois cliquer. Dans l'étape 3, slide suivant, c'est la même chose. Là, je confirme si je veux travailler avec une personne à distance ou pas, oui ou non. Et enfin, dans l'étape 4, j'ai la confirmation et puis les coordonnées de contact. Et on voit que donc finalement, ce formulaire-là, qui aurait pu être fait de façon classique, a été travaillé au niveau graphisme pour le rendre beaucoup plus user-friendly que ce que ça n'aurait été habituellement. Et enfin, pour terminer, c'est un exemple de Salesforce où là, on voit une autre bonne pratique, c'est il y a un formulaire de contact avec un nombre de champs assez nombreux, peut-être trop, mais ils ont inclus la fonction, la possibilité de se connecter en utilisant les réseaux sociaux. Et donc, ça veut dire que la personne qui ne souhaite pas remplir tous les champs, mais qui veut pouvoir bénéficier, dans ce cas-ci, des 30 jours d'essai gratuits, peut se connecter en un clic via son profil Google+ ou Facebook, dans ce cas-ci. C'est possible également avec d'autres plateformes telles que LinkedIn, etc. Donc voilà, essayez de rendre, c'est ça l'idée derrière ça, c'est essayer de rendre le formulaire le plus amusant et le moins formulaire possible finalement. Quatrième élément d'une architecture de conversion, ce sont les pop-up. Alors, c'est quoi une pop-up? On connaît tous, les pop-up, ce sont des fenêtres qui s'ouvrent en surimpression du site Internet sur lequel on se trouve et qui vont nous proposer une action ou un message en particulier. Alors, je sais que les pop-up, elles sont souvent décriées parce qu'elles ne sont pas aimées par l'internaute. Malgré tout, ça reste quelque chose d'extrêmement efficace pour optimiser le taux de conversion de votre site Internet. Et donc, il faut pouvoir les utiliser, mais il faut les utiliser intelligemment. Et utiliser intelligemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord ne pas être trop agressif, trop intrusif, envahissant. Ça veut dire être pertinent, c'est donner le bon message à la bonne personne au bon moment. Et le bon moment est vraiment l'élément clé au niveau des pop-up. C'est-à-dire que le timing, le moment auquel vous allez déclencher l'affichage de la pop-up, il est déterminant. Si vous le faites lorsque la personne arrive sur votre site, après quelques secondes seulement, alors qu'elle n'a même pas encore eu le temps de comprendre
le choix de navigation qui lui est proposé, de lire les messages clés, etc., si à ce moment-là, il y a déjà une fenêtre qui s'ouvre, c'est extrêmement perturbant et intrusif par rapport à l'expérience de navigation. Donc ça, ce n'est pas pour nous une bonne pratique. Par contre, le mettre en fin de parcours, lorsque la personne avec son curseur s'apprête à quitter la page de votre site, déclencher l'apparition d'une pop-up à ce moment-là, c'est vraiment quelque chose de pertinent. Voilà. Et alors, quelques conseils, quelques exemples de pop-up. Ici, pour vous montrer aussi que les pop-up doivent être le plus visuel, et le plus simple possible. D'accord? Ici, la seule chose qu'on demande à la personne, c'est de laisser son adresse email et on a un petit visuel qui est montré. Dans l'exemple suivant, ici, c'est une pop-up classique où on propose à la personne de télécharger un e-book gratuit et en échange de ses coordonnées. On voit que tous ces deux premiers exemples-là, ils ont pour objectif en fait de ne pas laisser la personne quitter le site sans qu'elle laisse son adresse email. Pourquoi? Parce que si je me réfère au slide de départ où on a montré les 4 étapes, je sais que la personne va quitter mon site, mais si j'arrive à capter son adresse email, je vais pouvoir par la suite lui envoyer des newsletters, des emails, etc., pour la faire revenir sur mon site et la convertir ultérieurement. Donc, ça veut dire que j'ai déjà atteint un premier objectif de conversion sur mon site. Dans l'exemple suivant, ici, l'exemple avait été choisi pour montrer l'aspect visuel. Donc ici, c'est vraiment l'image qui capte l'attention. Et de nouveau, il y a un seul champ qui est demandé, c'est l'adresse email. Dans l'exemple suivant, on a voulu attirer l'attention là sur le fait que vous pouvez mettre beaucoup plus de texte et d'arguments dans cette pop-up. Vous n'êtes pas limité. C'est à vous à mettre tous les éléments, tous les arguments, tous les messages clés qui vous semblent nécessaires pour convaincre la personne de réaliser l'action que vous voulez qu'elle fasse. D'accord? Et enfin, dans le dernier exemple, c'était un exemple pris sur un site e-commerce où là, c'est une pop-up qui offre un bon de réduction. Donc là, on veut vraiment, avant que la personne ne quitte, lui faire une dernière offre qui est un coupon de réduction pour un achat sur la plateforme e-commerce. Ensuite, autre élément d'une architecture de conversion, c'est ce qu'on appelle les live chats et les bots. Alors, derrière ce jargon un petit peu barbare, on parle de quoi précisément? En fait, on parle de petites fenêtres également qui se trouvent généralement dans la partie droite des sites Internet, souvent même dans le coin inférieur droit, et qui permettent à l'internaute de poser des questions et de dialoguer avec l'entreprise ou avec la marque. Alors, ça peut soit être un chat qui s'engage avec une personne, donc il y a une personne physique de l'autre côté qui va nous répondre, et ça peut se faire soit par message, donc dans ce cas-là, on est dans du click to chat, ou ça peut se faire par des conversations vidéo ou audio, et là, on est dans du click to call. Ça, c'est le premier cas où on a une personne, je veux dire, de l'autre côté de l'interface. Maintenant, avec la technologie, l'intelligence artificielle, il y a des robots qui jouent ce rôle-là, et on appelle à ce moment-là chatbots, d'accord, et qui vont faire le même travail, mais avec les limites, avec les avantages et les limites d'un robot. Les avantages en termes de disponibilité H24, les limites en termes de capacité à comprendre les besoins spécifiques des personnes. Ce qu'il faut retenir à ce stade-ci, c'est que la technologie, elle existe. Maintenant, il faut pouvoir l'utiliser de nouveau à bon escient. Et le but, c'est vraiment de pouvoir aider le visiteur à trouver ce qu'il cherche. Donc, il ne faut pas utiliser ces bots-là pour vendre. Le but, l'utilité des live chat, des live bots, c'est vraiment aider la personne, être utile plutôt que vendeur. Alors, si on montre quelques exemples de chat et de bots, sur le slide suivant. Ceci, c'est un exemple. Vous voyez sur ce slide-ci, la petite icône en bas à droite du site web. Là, voilà, ça, c'est la petite icône. C'est une icône type, en tout cas, qui illustre la présence d'une petite chatbox. Pardon. Si je clique sur ce bouton-là, on voit que la pop-up s'ouvre. Et à ce moment-là, l'exemple que je voulais vous montrer ici, donc ça, c'est une pop-up qui est sur un de nos sites lead mécanique. Ce que je voulais expliquer en travers de cet exemple-là, c'est qu'il faut jouer l'authenticité, c'est-à-dire qu'il ne faut pas essayer de tromper l'internaute. Dans ce cas-ci, nous, on est derrière notre ordinateur pendant les heures de bureau. Et on le dit clairement, c'est-à-dire que lorsque la personne clique sur le bouton en dehors des heures de bureau,
on n'essaye pas de lui faire croire qu'on est là derrière et qu'on va pouvoir répondre, alors qu'on ne sera pas en mesure de le faire avant le lendemain peut-être. Donc là, on le dit clairement. Et dans ce cas-ci, on a un petit message qui dit « Tous nos collaborateurs sont actuellement hors du bureau, envoyez-nous un message et on y répondra dès notre retour. » Et donc ça, c'est important d'être, je veux dire, transparent et authentique dans la relation que vous allez établir. D'accord? Si je prends maintenant l'exemple suivant, c'est un exemple qui a été repris sur le site de HubSpot France. Ici, ce qui est important, là, on a affaire à un bot. Donc, ce n'est plus une personne physique qui répond, comme dans les exemples précédents, mais c'est automatisé. C'est un petit robot qui répond. Et de nouveau, ils jouent la transparence, ils vous le disent. Ils mettent, c'est HubBot qui va vous répondre. D'accord? Et donc, ça, c'est une première bonne pratique. Deuxième bonne pratique, c'est qu'ici, on va déjà aiguiller l'internaute vers différents types d'aide et de support possibles. Donc, on lui souhaite la bienvenue et on lui demande qu'est-ce qu'il souhaite, parler à un expert HubSpot ou en savoir plus sur les produits. Si je clique sur parler à un expert, je suis renvoyé vers du click to chat, et si je clique sur en savoir plus, je suis renvoyé vers une page qui présente les différentes fonctions du logiciel, etc. Et dans l'exemple suivant, ce que je voulais montrer, c'est voilà, ça c'est un exemple où on peut directement passer du chat vers de l'audio, de l'appel audio ou de la vidéo. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est réalisable avec les solutions telles que Messenger, WhatsApp, etc. On peut, voilà, il y a des plugins que l'on sait mettre sur les différents sites web pour fonctionner avec ces applications. Autre ingrédient, et celui-là, Jean-Pierre et moi, on l'aime beaucoup parce qu'on en parle souvent peu, alors qu'il est d'une importance capitale pour convertir sur votre site Internet, c'est la présence de caution sociale. Qu'est-ce qu'on entend par caution sociale? C'est toute une série d'éléments qui vont rassurer le visiteur, donner confiance et finalement renforcer votre crédibilité par rapport à l'internaute. Ça passe par quoi? Ben, ça passe d'abord par des références clients. Aujourd'hui, la plupart des sites annoncent, renseignent leurs références clients. Ça passe également par des témoignages clients. Ça passe par des avis clients. Ça passe aussi par des memberships. Si vous êtes membre d'une association professionnelle, si vous êtes membre d'un club d'experts, etc., ce sont des choses que l'on va renseigner sur le site Internet pour donner de la crédibilité. Même chose, si vous avez été nominé dans des concours, dans des awards, etc., si vous avez obtenu des récompenses, c'est des choses que vous allez mettre en avant sur un maximum de pages. Donc, il ne faut pas simplement les mettre sur une page dans la section à propos ou des choses comme ça, mais il faut prendre les macarons et les mettre dans le footer du site ou en tout cas sur un maximum de pages pour amener de la réassurance et de la crédibilité. Ça passe aussi par des coupures de presse, le fait qu'il y ait eu des reportages TV, radio, de la presse à propos de votre produit, de votre entreprise. Ça passe aussi par des certifications que vous avez obtenues. En fait, finalement, tout ce que vous pouvez mettre en avant qui va permettre de rassurer la personne sur votre expertise et sur le niveau qualitatif de vos produits, de vos services, etc., doivent pouvoir être mis en avant sur votre site Internet. Et si on passe en revue quelques exemples, dans le premier exemple ici, c'est l'exemple de base où on va mettre en avant des références clients. Et plus on a des clients qui sont connus, qui ont pignon sur rue, mais plus finalement, ça nous crédibilise, nous, en tant que prestataires. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. À côté des références, il y a aussi les témoignages clients. Et les témoignages clients ont plus de poids que des références clients. D'accord? Donc, avoir des clients qui vont attester de certaines de nos qualités par rapport aux produits, par rapport aux services, c'est quelque chose de crucial. À la condition que ce soit des témoignages, je veux dire, fiables, identifiables. Donc, un témoignage, aujourd'hui, pour être crédible, doit être associé au nom de la personne, à son entreprise, à sa fonction et idéalement à sa photo. D'accord? On a déjà tous, je veux dire, on est déjà tous tombés sur des sites Internet où ça sent le fond témoignage et finalement, il n'y a rien de pire pour l'image du site et l'image de l'entreprise. À côté des témoignages, il y a ensuite les avis clients. Et c'est vraiment graduel, en fait. Les témoignages clients ont plus de poids, plus d'impact que des références clients, mais les avis
clients ont encore plus de poids et d'impact que des témoignages. Pourquoi? Parce que les avis clients sont généralement récoltés et validés par un organisme externe. Dans le slide suivant, j'ai repris l'exemple de Trustpilot, par exemple, mais ça pourrait être sur Google Avis, sur Facebook, etc. Peu importe. Le fait d'avoir des avis qui sont déposés par des clients, des utilisateurs sur des plateformes externes, c'est quelque chose d'extrêmement important pour donner confiance et inciter les visiteurs finalement à vous faire confiance. Alors, autre type de conscience sociale, c'est tout ce qui est macaron. L'hôtelier a une note de 9,1 sur 10 sur booking.com et il a aussi le macaron d'excellence TripAdvisor. Tout ça, ce sont des choses, si vous en avez à faire valoir, surtout faites-le sur votre site parce que ça augmente le taux de conversion de votre site. Dans l'exemple suivant, là, je voulais montrer un exemple avec la preuve par les chiffres d'une part. Donc ici, on voit de la conscience sociale. Il y a deux consciences sociales en fait sur cette pop-up. Donc c'est une pop-up qui s'ouvre et il y a tout d'abord la preuve par le chiffre où la personne explique qu'elle est passée de 0 à 330 millions de vues sur YouTube. Donc voilà, le 330 millions, c'est censé dire waouh. Voilà, s'il a réussi à faire ça, c'est que c'est quelqu'un et la façon dont il a fait fonctionne forcément, sinon il n'aurait pas eu ces résultats-là. Et puis il y a encore de la conscience sociale en bas de la pop-up avec le nom de grands médias qui parlent ou qui font référence à cette personne-là. Et enfin, dans ce dernier exemple-ci, on voit qu'on est dans une pop-up, d'accord? Donc, je reviens sur les pop-up qu'on a vus juste précédemment, où on demande 3 informations sur la personne, mais on va quand même réajouter de la conscience sociale à droite avec le nom de client, voilà, et ce sont des grands noms pour rassurer la personne et être sûr qu'elle va bien aller jusqu'au bout de l'action qu'on souhaite qu'elle fasse, à savoir remplir les 3 champs du formulaire. Voilà. Alors ça, ce sont quelques exemples de conscience sociale. Il y en a beaucoup plus, hein, des éléments qui peuvent servir de conscience sociale. Et dans ce slide-ci, qui est le dernier exemple que je voulais vous partager, c'est un slide, enfin une image que j'ai trouvée sur le web et qui présente, je crois, ces 34 types de conscience sociale différentes, avec certains qui s'adressent plus au cerveau gauche, d'autres plus au cerveau droit. Donc, il y a des éléments de conscience sociale qui vont plus être d'ordre rationnel et d'autres qui vont plus toucher l'émotion ou le côté intuitif de la personne. Voilà. Donc, surtout, pensez bien à ajouter de la conscience sociale et en ajouter sur toutes les pages. C'est un élément clé de la conversion sur un site Internet. Excellent, excellent Laurent. Effectivement, je suis un grand fan également de la caution sociale, je pense que c'est très important. Et puis surtout, la caution sociale a un double rôle parce qu'elle agit non seulement sur la conversion, mais elle agit également énormément sur le SEO, sur le référencement de votre site. Donc, ne loupez pas cette occasion-là. Je pense que Laurent vous a montré un maximum d'éléments qui permettent de ne pas être laissé derrière sur ce sujet. Un autre outil, le 7e, c'est la vidéo. La vidéo a le même avantage que la caution sociale d'ailleurs. C'est un outil qui vous permet de jouer sur les deux côtés. D'un côté, le SEO, puisque la vidéo est extrêmement bien référencée et référençable par Google et par YouTube, mais également et surtout pour la conversion. Donc, je vous ai donné, d'abord, un élément important. L'élément important, c'est que la vidéo, elle doit être le plus courte possible. Là encore, il ne faut pas en faire trop. Il ne faut pas faire de trop longues vidéos. Et une vidéo max de 1 minute, 1 minute 10, voire même moins, c'est vraiment très bien. Et il vaut mieux avoir plusieurs petites vidéos qu'une seule grosse vidéo. Et des vidéos différentes avec de différents objectifs. Alors, les vidéos, c'est pas obligatoirement d'ailleurs un gars parce qu'on appelle les talking heads, un gars qui parle dans une caméra. Là, je vous ai montré un exemple de 3 vidéos types. Je ne vais pas vous les passer parce qu'on est pris par le temps. Mais l'exemple de gauche, c'est un coach sur Nice. Je fais un peu de publicité en passant, du coaching sur Nice. Il présente dans sa vidéo 3 exemples de coaching. Coaching en extérieur, coaching en intérieur, coaching en salle de sport et également accompagnement nutritionnel. Là, on a à chaque fois dans la vidéo, très rapidement, les 3 possibilités. Et on peut avoir juste derrière un call to action, justement, pour faire le lien avec la présentation du call to action. On peut avoir un lien derrière un call to action pour tout de suite, la personne puisse aller sur le call to action. Ou alors, on peut avoir effectivement un chatbot qui lui demande si elle souhaite soit un coaching à l'intérieur, soit un accompagnement nutritionnel, et j'en passe. Le deuxième exemple, c'est également une société sur Nice qui a mis en place
un outil fantastique pour les sandwicheries, c'est-à-dire faire des sandwichs, couper les sandwichs et remplir les sandwichs en un temps incroyable. Je crois que c'est moins de 40 secondes. Et là, elle a un exemple parfait. On a l'exemple sans la solution Nacute et l'exemple avec la solution Nacute. Et vu le temps que cette vidéo passe, je crois que c'est 50 secondes, vous avez tout de suite l'explication du produit. Et là encore, il y a un gain de temps fantastique sur la compréhension du visiteur qui rentre dans votre site, qui voit cette vidéo rapidement et qui, s'il y a un call to action derrière, peut juste prendre un rendez-vous pour une vraie démonstration en live. Enfin, le dernier exemple qui n'a rien à voir avec les deux premiers, c'est l'exemple que j'aime bien parce que j'en ai vu pas mal également dans l'immobilier. C'est un exemple où on présente l'école, je crois que c'est la Schiller International University, qui présente son campus de Paris. Et là, elle présente aussi bien le campus, c'est-à-dire la qualité des salles, la qualité des outils techniques, mais également le fait que l'environnement, c'est Paris, et donc elle présente presque autant Paris que le campus lui-même. Et là, on a les étudiants étrangers, elle a encore une publicité directement sur le site qui fait que si l'étudiant étranger ou l'étudiant français a regardé cette vidéo, il peut prendre tout de suite rendez-vous avec soit l'équipe pédagogique, soit avec l'administration pour derrière s'inscrire dans cette école qui d'ailleurs n'est pas donnée si je me rappelle bien. Donc, vous avez trois bons exemples. Donc là, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que on peut avec la vidéo convertir rapidement. La personne, le visiteur n'est pas obligé de passer par des textes, par des images, par des exemples. Il va directement à la vidéo et tout de suite ça lui répond. Et un autre élément, c'est que la vidéo augmente de 88% le temps passé sur un site. Donc c'est un vrai gros élément de conversion. Là, on est sur les freins à la conversion. En fait, ce qu'il ne faut surtout pas faire, ou surtout ce qu'il faut corriger lorsque vous allez appeler votre consultant WSI pour travailler la refonte de votre site. Tu peux continuer à cliquer parce que je pense que on a encore quelques éléments de frein à la conversion et autant les voir tous d'un coup. Parce que quelque part, quand j'ai préparé cette slide, je me suis dit, mais bon, finalement, il y a un dénominateur commun dans cette slide, c'est trop, too much, ou pas assez. Effectivement, trop de texte, on en a parlé tout à l'heure, trop de liens qui redirigent ailleurs, c'est-à-dire trop de liens qui ne vous amènent pas à votre action, à la vidéo et surtout au call to action. Trop de champs obligatoires, on revient au formulaire. Et puis, il y a également des manque de choix de communication lorsque les gens ne comprennent pas très bien ce que vous êtes en train de proposer. Des informations fausses, par exemple, sur la livraison ou des prix qui sont erronés. Là, c'est tout ce que vous pouvez faire pour dire au client « ne m'appelle pas ». Je pense notamment au manque de choix de communication. Pendant très longtemps, ça a changé, mais il reste encore du travail. Pendant très longtemps, on a vu des sites web sans numéro de téléphone ou sans email. On voit encore aujourd'hui beaucoup de sites web avec le téléphone qui est carrément dans le footer ou l'email dans le footer. C'est un exemple parfait de message qui est porté au visiteur en lui disant surtout, ne m'appelle pas ou ne me contacte pas. Alors que le but du site n'est pas d'être un site vitrine, mais bien d'être un site qui convertit. Là, l'exemple, cette slide est vraiment là pour vous dire soyez extrêmement pointu, soyez extrêmement vigilant. Le site, c'est une mécanique de précision et elle demande vraiment des réglages précis. Et vous ne pouvez pas, je pense à l'exemple des pages d'erreur ou des liens rompus, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir ce genre de problème technique. J'accélère un peu parce qu'on est peu pris par le temps. Alors, les considérations Covid. On a hésité avec Laurent à faire une slide sur le Covid parce que quelque part, de manière extrêmement, je dirais, positive, on se dit le Covid est derrière nous, là, on arrive, c'est le moment d'accélérer, c'est le moment d'investir, c'est le moment de mettre en place une stratégie digitale pour derrière prendre des parts de marché face à vos concurrents. Mais il y a des éléments de considération réels à mettre en place dans votre site web lorsqu'il s'agit du Covid. Et il y en a, par exemple, je vous donne quelques exemples assez simples, surtout pour les activités qui ont des points de vente et où le client doit se déplacer. Je ne vous ai pas montré d'exemple là pour aller un peu plus vite, mais l'intégration d'une plage spéciale peut être nécessaire, par exemple, pour informer vos clients, vos prospects, qu'il y a des mesures qui ont été prises, des mesures d'hygiène, des mesures de sécurité pour les accueillir. Et là, c'est important qu'ils se sentent en sécurité, qu'ils se sentent réassurés. Et un site web, c'est également un outil de réassurance. Et ça peut être bien également d'intégrer une page de FAQ, une foire aux questions, avec l'ensemble des questions que peut se poser un client, un prospect lorsqu'il va se déplacer et l'ensemble des réponses qui peuvent être données
en fonction de votre prestation de service et en fonction de votre business. Il y a un autre élément tout basique, effectivement, là-dessus, j'en vois par exemple sur des écoles, j'en vois également sur des agences immobilières, c'est des éléments de bienvenue, hein, qu'ils sachent qu'ils soient reçus dans les meilleures conditions. J'ai vu dernièrement un exemple qui était fait pour une boutique de vente de mobiles. Voilà, on a l'impression qu'on est en train de rentrer dans un hôtel 5 étoiles, qu'on va être super bien reçu avec l'ensemble des éléments qui font qu'on se sentira en sécurité. Un autre exemple, et le dernier, vous avez également un exemple, non, tu vas trop vite, un exemple de site e-commerce. Le site e-commerce, il peut être amené à avoir des délais de livraison qui vont être un peu plus longs, des moyennes, des complexités ou des complications dans l'ensemble de la chaîne logistique. Et donc, effectivement, il est bon de le rappeler, d'expliquer pourquoi, et surtout d'expliquer que c'est pour aider d'abord ses collaborateurs, parce que je pense que votre client final, il apprécie que vous fassiez attention à vos collaborateurs, mais également à vos clients pour les servir dans les meilleures conditions possibles. Et ils comprendront à ce moment-là que, vous ne répercutiez pas le tarif dans les coûts de livraison, mais que le délai puisse augmenter. Profitez-en, ça c'est un élément non négligeable. Profitez-en également pour mettre à jour l'ensemble de vos comptes par rapport à ces considérations 19, c'est-à-dire Google My Business, Facebook et LinkedIn, puisqu'il faut toujours que vous ayez un lien dans l'ensemble de vos propriétés, c'est-à-dire site web, blog, LinkedIn, et ainsi de suite. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est assez simple, hein, je ne vais pas tout vous aussi, je vais le faire. Vous devez vous concentrer sur l'optimisation de conversion avant le trafic. C'est clair, c'est net. Le trafic qui part et qui repart, ça sert à rien. Vous êtes comme en train de remplir un seau qui est plein de trous et qui se vide. Donc, vous devez d'abord vous concentrer sur la conversion. Vous pouvez dépenser beaucoup d'argent pour augmenter votre trafic, mais ça ne sert à rien si vous ne convertissez pas. Donc, le CRO, c'est votre premier indicateur de performance. En deux, c'est simple, on en a déjà parlé, mais surtout minimiser les distractions. Moi, je donne souvent l'exemple à mes clients d'aller de demander à des amis, à des collègues, et voire même à leurs propres clients, de regarder le site et de dire ce qu'ils en pensent. Parce qu'effectivement, certains vont leur faire des remarques assez simples, assez judicieuses, et ça va leur montrer que surtout, il ne faut pas que les gens se perdent, il ne faut pas que les gens cliquent un peu partout et finalement partent du site. Il faut qu'on contrôle clairement le process, le parcours d'achat et surtout, bien sûr, le tunnel de conversion. L'idée simple, c'est de faire converger les objectifs de vos clients, c'est la priorité, faire converger les objectifs de vos clients avec vos propres objectifs. Mais c'est d'abord les leurs. Enfin, surtout, ne les faites pas réfléchir. Je l'ai dit tout à l'heure, pas de site avec des gros blocs de texte, les gens n'ont pas envie de lire. Ils vont se dire c'est trop de boulot et ils vont passer. Donc, ils reviendront plus tard, mais non, ils ne reviendront jamais. Ensuite, le quatrième point, il ne s'agit pas de vous. Ça, c'est quelque chose que je dis tout le temps, même à moi-même quand j'ai fait mon site web. Il ne s'agit pas de nous, mais il s'agit bien des clients. Donc, le site est fait vers eux. Hein, ce n'est pas une démonstration d'ego, c'est un site qui est fait vers eux. Donc, il faut vraiment que vous pensiez à eux quand vous faites votre site. Il faut vraiment que vous pensiez à vos personas. Bon, là maintenant, on va aller, Gilles, sur le futur sondage, le next sondage, pour voir si les éléments d'avis ont changé. Tout à fait, je vais lancer un autre sondage. Donc, on va tout de suite vous demander si, grâce à cette présentation, vous avez mieux compris ce que c'était que les objectifs de conversion et surtout, ça vous donne envie d'avancer et de mettre en place peut-être des tactiques d'optimisation qui ont été présentées pendant ce webinaire par Laurent et notre ami Jean-Pierre. Donc, je lance le sondage. Normalement, vous pouvez voir, vous pouvez voter. Donc là, je peux vous dire qu'il y a une belle surprise qui nous attend. Je pense que les intervenants vont être ravis. J'en dis pas plus. Je vous laisse encore un petit peu de temps. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je vous montre les résultats. Wow, voilà. C'est net. Voilà. Je crois effectivement… Net, on est passé de 75 à 97. Ouais, c'est impressionnant. Je pense que vous avez fait du bon boulot, les garçons, parce que là, les gens ont compris l'importance des objectifs de conversion et ça leur a donné envie de mettre en œuvre certaines actions. Donc ça, c'était vraiment un très très beau résultat et c'est grâce à la qualité de votre présentation, j'imagine, en tout cas bravo. Donc on va continuer peut-être.
juste pour vous dire qu'on a toutes ces tactiques, toutes ces choses sont disponibles dans une version française qui arrive là dans quelques jours, qui s'appelle Digital Minds, qui est un livre qui a été coécrit par l'ensemble des consultants du réseau WC à travers le monde, qui était en anglais, qui maintenant va être disponible en version française. Et donc, votre consultant préféré saura sans doute vous en remettre un exemplaire si vous lui demandez gentiment. On a, suite au succès de tous ces webinaires, parce qu'on est plus de 300, vous êtes inscrits à cette série de webinaires, on a eu une forte demande pour dire ce serait bien si on pouvait continuer. Et donc on a réfléchi et on a décidé au sein du réseau WC France de prolonger cette série de webinaires post-Covid pour vous donner là encore plein de tactiques, de conseils, de tutos, de façons de faire vous-même ou de vous faire aider par des consultants qui seraient ravis bien sûr de vous accompagner. Donc, le prochain webinaire aura lieu sur le référencement naturel, ce qu'on appelle le SEO. Et il aura lieu la semaine prochaine, de 18 juin, de 17h à 18h. Donc, c'est vraiment un sujet très important. Pourquoi? Parce que le SEO, c'est comment être visible sur Google sans avoir à payer Google. Donc, on a dit pendant ce webinaire que faire venir du monde sur son site, n'était pas important parce qu'il fallait d'abord faire la conversion. Oui, mais quand même, il faut qu'il y ait quand même des gens qui viennent sur le site. Donc, et si vous avez du monde qui vient gratuitement sur votre site, ça peut être pas mal. Donc, et d'autant qu'on sait que les gens qui viennent en référencement naturel ont tendance à optimiser aussi le taux de conversion. Donc, tout ça, c'est lié. Hein, vous comprenez bien que l'objectif de tous ces webinaires qu'on fait, c'est pour vous inciter à améliorer votre stratégie, vos outils marketing digital de façon à vous aider à développer votre business. Et c'est d'autant plus important, surtout en période de sortie de crise comme maintenant. Voilà. Et alors, est-ce qu'on a des questions? Puisque c'est l'objet aussi de ce webinaire, c'est de pouvoir poser des questions à nos experts. Donc, j'ai déjà pas mal de remerciements. Sophie, Daniel, Rudy. Alors, Rudy, qu'est-ce qu'il dit? On a surtout mieux compris ce qu'était la définition de la conversion. Ce n'était pas le cas lors de la première question. D'accord, ok. Baptiste qui nous dit merci. Michel, Olivier, vous remercie aussi. Alors, moi, j'ai une question pour vous. On a une question là concernant les chatbots. Vous avez dit tout à l'heure que ça permettait d'améliorer le taux de conversion. Est-ce qu'on sait dire de combien? Est-ce que vous avez des ordres de grandeur de l'impact de la mise en place d'un chatbot sur le taux de conversion d'un site internet? Là, je laisse mon ami Laurent. Oui, j'ai pas un chiffre à donner. Si vous allez dans Google et que vous tapez pourcentage taux de conversion, on l'a fait d'ailleurs en préparant le webinaire avec Jean-Pierre. Il y a vraiment des statistiques fort différentes les uns des autres. La seule chose qui compte finalement, c'est mesurer ce que vous faites avant et puis vous mesurer les résultats après. Mais le fait d'avoir en fait une chatbox, c'est simplement vous allez améliorer l'expérience utilisateur sur votre site et vous allez pouvoir finalement, c'est un peu comme si vous preniez le visiteur de votre site par la main. Plutôt que de le laisser chercher et se dépatouiller lui-même pour trouver l'information, pour trouver le contenu ou le formulaire de contact, etc., qu'il cherche, vous allez vraiment le prendre par la main et lui éviter de chercher. Vous allez lui demander comment est-ce que je peux vous être utile, comment est-ce que je peux vous aider. La personne va vous dire je cherche ça et donc c'est un accompagnement. Et si c'est bien fait, vous allez créer une relation beaucoup plus forte, beaucoup plus personnalisée avec l'internaute et in fine, ça se traduit inévitablement par un meilleur taux de conversion. De toute façon, il est difficile, on en parlait avec Laurent, mais il est difficile, quand on a travaillé sur ce webinaire, de donner des taux de conversion parce que les taux de conversion sont moyens, sont toute industrie, toute activité. Or, les écarts sont énormes parce que quand vous travaillez sur un panier moyen de 500 euros, 200 euros ou 150 euros, vous ne dites pas la même chose que lorsque vous êtes en B2B et que vous travaillez sur un panier moyen de 10, 20, 30 ou 40 000 euros. Donc, parler de taux moyen chatbot comme ça, c'est très compliqué, toute industrie confondue. Alors, ça répond en partie à la question de Laetitia qui dit y a-t-il un taux moyen de conversion? Déjà, il faut séparer e-commerce et business
Si on parle des sites e-commerce, on a été chercher, là aussi, on a vu des écarts énormes entre industries. On donne un exemple de la conversion moyen de l'industrie de la beauté qui est un des plus gros, qui est au-delà de 5%. Et on descend jusqu'à 1,5, 2%, 3% en moyenne pour les autres activités. Voilà. En sachant qu'un taux de conversion moyen dans le e-commerce à 20%, hein, c'est excellent. Et quand ça monte à 5%, c'est qu'on est carrément dans le domaine du fantastique. Voilà. Mais là encore, tout dépend de l'activité. OK. Il y a alors, merci de Anne. Un webinaire clair et inspirant comme on aime. Donc ça, c'est merci pour le commentaire. Merci Anne. Sophie demande quelle application vous recommandez pour les chatbox et bots? Moi, j'utilise personnellement HubSpot, d'accord? Donc, HubSpot, dans son logiciel, offre cette fonctionnalité-là. Maintenant, il en existe énormément. Il faut voir déjà la technologie de votre site web. Le plus simple, c'est de repartir du site web. Voilà, est-ce que c'est un site en WordPress ou dans avec d'autres types de CMS, et voir quels sont les plugins disponibles par rapport au type de site Internet dont vous disposez. Il en existe beaucoup. Si vous tapez dans Google à nouveau solutions click-to-call, click-to-chat, chatbot, etc., vous allez voir énormément de prestataires. Voilà, je pense que globalement, la plupart offrent, on va dire, les mêmes fonctionnalités de base. Après, honnêtement, moi, je n'en ai pas essayé non plus des dizaines et des dizaines, donc je ne peux pas faire un comparatif complet. HubSpot fonctionne très bien. Et moi, je l'utilise pour du click-to-chat uniquement. Donc, il n'y a pas de chatbot, mais ça pourrait être le cas, quoi. OK, donc Sophie, elle dit qu'elle utilise Squarespace. OK, bah, si vous êtes content avec Squarespace, c'est intéressant d'avoir votre retour. C'est vrai que les chatbots, il y en a pas mal. On a fait un webinaire, un sujet d'ailleurs, c'était un webinaire sur justement les outils de marketing conversationnel il y a quelques semaines. Vous pouvez le visionner sur la chaîne YouTube, vous pourrez le retrouver facilement si vous souhaitez. Il est enregistré sur notre chaîne, sur la page. Alors, je vais retrouver la page WSI. Attendez, il faut que je la retrouve. Je vais bloquer ça. Et je vais vous retrouver la page dans laquelle je vais vous partager avec vous, si vous voulez, la page. Vous retrouvez l'histoire de tous les webinaires qui ont été enregistrés. Je vais vous la partager. Alors, qu'est-ce qu'elle dit sur Sophie, sur Squarespace? C'est mon fournisseur pour site internet comme WordPress. Ah, d'accord, ok. Ok. Bon, très bien. Si ça marche, parfait. Il y a Baptiste qui pose la question. Ça, c'est une question très intéressante. Merci, Baptiste. Enfin, toutes les questions sont intéressantes, mais celle-là, elle a un côté, justement, des particularités liées à la navigation depuis les mobiles. En termes d'architecture de conversion, qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Ah ben, là, c'est un point, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais il a tout à fait raison, Baptiste, c'est un point très, très, très important. On est désolé. Le sujet essentiel là-dedans, c'est la configuration, le fait que vous avez mis non pas simplement en place un site responsive design, c'est gentil ça, mais de vous assurer que l'ensemble des fonctionnalités, notamment de navigation, soit identiques, soit en tout cas suffisamment user-friendly sur votre mobile. Il arrive régulièrement qu'on regarde des sites et qu'on s'aperçoive effectivement que les boutons de navigation fonctionnent pas correctement, enfin fonctionnent pas de la manière aussi intuitive sur le mobile que sur le site web, sur le desktop. Donc effectivement, c'est un point essentiel de conversion que d'avoir un site qui soit plus que responsive design, mais mobile friendly. Laurent, tu as peut-être d'autres points. Non, tout à fait. C'est l'approche mobile first, d'ailleurs, qui s'impose de plus en plus lors de la création de sites web. Et un deuxième point aussi peut-être à mentionner qui impacte la conversion, c'est la vitesse de téléchargement sur mobile, qui est souvent le point faible de beaucoup de sites. Parce que les gens n'ont plus la patience et je ne connais plus les statistiques par cœur, mais c'est une seconde de téléchargement en plus et c'est un pourcentage assez élevé d'internautes qui quittent et qui n'arrivent pas sur votre site. Donc, pour les versions mobiles, la vitesse de téléchargement est capitale pour réduire le trafic et faire en sorte qu'on puisse le convertir derrière. Alors, je partage en même temps, j'ai partagé dans la chatbox le lien de la page sur le site wcworld.fr dans lequel vous pouvez retrouver rapidement tous les webinaires précédents qui ont été enregistrés au fil de l'eau.
Et il y en a un justement qui traitait, c'était le 4 juin dernier, on parlait de comment réimaginer la communication avec le client en utilisant les technologies plus récentes, notamment les chatbox, marketing conversationnel, etc. Donc ça, c'était un webinaire qui a eu aussi pas mal de succès. Il y a Anne, qu'est-ce qu'elle nous dit? Vous parlez de landing page. Alors, quel outil recommandez-vous pour les construire? Avez-vous une alternative moins onéreuse que ClickFunnels? Alors, en fait, vous pouvez faire des landing pages avec sur votre site. Oui. Pour faire une landing page, il suffit Oui. d'avoir un éditeur, un outil, ce qu'on appelle un CMS. Vous pouvez prendre des outils qui vont vous vendre des modèles de landing page, mais avec votre site WordPress, vous savez faire des landing pages qui sont tout aussi efficaces que les autres. Je veux dire, typiquement, vous n'avez pas besoin forcément d'outils pour faire des landing pages. Ce qui est important, c'est savoir ce que vous allez mettre dedans et comment vous allez le présenter de façon le plus visible possible. C'est vrai que les outils comme ClickFunnels ou d'autres ont l'habitude, entre guillemets, de trouver des designs qui sont percutants pour vous faire gagner du temps. Après, voilà, typiquement, c'est beaucoup de bon sens, sachant qu'aujourd'hui, la tendance dans le design landing page, c'est de faire les plus light, les plus légères possibles. Voilà, donc tout dépend du contexte dans lequel vous êtes, aussi de votre industrie, du cible du pays que vous visez. Il y a plein de conseils. Alors, il y a Sophie qui nous demande, va-t-on recevoir un lien depuis la CCG pour le webinaire du 18 juin? Oui. Donc, Gabor, ça c'est peut-être toi qui peux en parler. C'est toi qui gères la relation avec la CCIG. Gabor. Alors, oui, je pense que vous allez recevoir un lien. Je crois que ça a été confirmé. Vous allez recevoir, la CCIG va continuer à promouvoir la série de webinaires qu'on va faire. Donc ça a été, je parle sous contrôle de Gabor, mais oui, ça a été validé, ça. Eh ben, je crois qu'on a fait le tour des questions. Encore pas mal de merci. Merci à vous. Merci d'avoir participé. Merci pour vos questions. C'était très intéressant. Merci également pour ce webinaire très bien fait. Donc, voilà. Sophie qui dit merci, c'était génial. Bon, faut pas exagérer quand même. Attends, Sophie, faut pas trop leur dire ça, parce si on prend des grosses têtes, après, il faut faire gaffe. Il faut être, non, il y a quand même encore des marges de progrès. Laisse-nous rêver. Ok. Pourtant, Laurent, il n'a pas lâché les chevaux, hein. Franchement. Merci, c'était génial. Merci, dit Marianne. Merci, dit Sophie, encore. Merci beaucoup, Diane. Ben, écoutez, très précis et très clair, dit Diane. Bon, arrêtez, non, je sais pas trop, ça suffit. Merci en tout cas à vous tous pour votre participation. Merci effectivement Jean-Pierre et Laurent pour avoir préparé ce super webinaire. Donc, c'est pas moi qui le dis, là, c'est franchement... Avec plaisir. Mais je pense quand même un peu. C'était pas mal. Non, mais Laurent, on remettra ça, je pense, à tous les deux. Parce que c'est un duo que j'aime beaucoup. Ok, bon, bah, ça y est, on a créé un petit couple. C'est formidable. Bah, écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et puis, merci. Et donc, rendez-vous la semaine prochaine. Merci à tous. Oui, merci à tous. À bientôt. Au revoir.